Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes spécialiste reconnu du Proche-Orient. On vous lit d'ailleurs régulièrement dans les pages du Figaro, maître de conférence à l'université Lyon 2 et auteur de plusieurs ouvrages de référence. Le dernier en date qui a d'ailleurs reçu le prix du livre de géopolitique 2024, Les leçons de la crise syrienne, publié aux éditions Odile Jacob, et le livre que voici avec la préface de Gilles Kepel. Alors nous venons d'entendre les témoignages d'habitants syriens à Damas qui clament haut et fort leur soulagement. Ils parlent de la fin de la peur, de la fin de l'oppression depuis que Bachar al-Assad a été renversé, chassé du pouvoir dans la nuit du 7 au 8 décembre. Est-ce que l'on peut vraiment parler de libération dans la mesure où le pays est aujourd'hui entre les mains d'un homme, Abu Mohamed al-Joulani, qui a combattu par le passé aux côtés d'Al-Qaïda et qui figure encore aujourd'hui parmi les djihadistes les plus recherchés de la planète? Oui, on passe de Jarib Ansila en fait en Syrie, on passe d'un dictateur, Bachar el-Assad, à une autre forme de dictature, puisque Abu Mohamed al-Joulani, comme vous l'avez bien dit, ancien d'Al-Qaïda, qui s'est éloigné d'Al-Qaïda, il n'a pas rompu avec Al-Qaïda, il s'est éloigné d'Al-Qaïda en 2016, quand son mouvement, le Front al-Nosra, a changé de nom, est devenu Hayat Tahrir al-Sham en 2016, il n'a pas renouvelé son allégeance à Al-Qaïda, en expliquant à Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, que pour des raisons tactiques, il valait mieux qu'il ne renouvelle pas l'allégeance parce que ça le privait de financements turcs, arabes, occidentaux pour mener le combat, et ça empêchait d'autres groupes de le rejoindre au sein des coalitions. Il faut se remettre dans le contexte, on est en printemps 2016, les Russes interviennent en Syrie depuis 9 mois, et ils cernent la ville d'Alep, et ils vont reprendre la ville d'Alep. Et Abu Mohamed al-Joulani, al-Nosra, organise une coalition pour empêcher Alep-Est de tomber, mais ils sont bloqués par le manque de moyens, comme ils appartiennent à Al-Qaïda. Et donc il espère comme ça, en s'éloignant d'Al-Qaïda, recevoir une aide pour sauver Alep-Est du régime. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc il a rompu tactiquement avec Al-Qaïda. Mais le corpus idéologique est toujours là. On essaye de comprendre un peu qui est cet homme aujourd'hui, et depuis plusieurs jours, on se pose la question dans les médias occidentaux. Certains parlent d'islamisme modéré. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est quoi? C'est de l'ignorance, de la naïveté? Oui, c'est de la naïveté, bien sûr, comme au 2011-2012, au début du printemps arabe, on voyait des révolutions laïques et démocratiques et les lendemains qui chantent dans tout le monde arabe. C'est de la naïveté. Voilà, c'est sûr, on voudrait bien y croire. Mais c'est une projection finalement idéologique de Paris ou d'Europe sur ce qui se passe réellement là-bas. C'est ça le problème. Vous feriez le parallèle entre ce qui se passe en Syrie aujourd'hui et ce qui s'est passé en 2021 avec les talibans en Afghanistan? Oui, il y a un certain parallèle. Alors, c'est pas les mêmes sociétés, bien sûr. La société syrienne n'est pas au niveau de la société afghane. Donc, ça sera quand même difficile pour al-Joulani d'imposer un rigorisme comme les talibans. Parce que là, il va avoir tout de même de la résistance à ce moment-là. Al-Joulani... il a appris des erreurs de l'État islamique. Il faut quand même savoir qu'au début, l'État islamique et al-Nosra, l'ancêtre de Hayat Tahrir al-Sham, c'était les mêmes. C'est en 2013 qu'ils divorcent, pour des querelles d'ego, pour des querelles de stratégie, pas pour vraiment des querelles idéologiques. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre, d'ailleurs, que al-Joulani et le Front al-Nosra, enfin on le découvre officiellement, appartient à Al-Qaïda. J'explique pas mal dans mon bouquin, lorsque je traite justement de la question d'Al-Nosra. En décembre 2012, les États-Unis mettent le Front al-Nosra sur la liste des organisations terroristes. Ils y sont encore aujourd'hui. Ils y sont encore aujourd'hui. Et on a la fameuse phrase de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui dit « C'est embêtant parce que nos partenaires arabes nous disent qu'ils sont très efficaces sur le terrain. Donc c'est embêtant de les mettre sur la liste terroriste parce qu'à l'époque, les services français fournissent des armes à al-Nosra. » Et ce n'est que lorsque vous avez ce divorce entre al-Nosra et l'État islamique que al-Joulani demande officiellement à Zawahiri une lettre comme quoi c'est bien lui qui mène le djihad en Syrie, que là, la France ne peut pas nier l'évidence qu'ils sont effectivement membres d'Al-Qaïda et qu'on les met sur la liste des organisations terroristes au mois de mai 2013, c'est-à-dire plus de 6 mois après les Américains.
Ouais, mais alors aujourd'hui, eux affirment avoir changé. En tout cas, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, Al-Joulani tente de lisser son image. On l'a vu notamment, ce sont des symboles peut-être, mais qui apparaît en blazer, qui répond aux journalistes. Si c'est de la communication, en tout cas pour le moment, c'est plutôt bien fait. Ah ben c'est très bien fait, hein, parce que depuis 2018-19, il a le soutien de la Turquie, donc qui lui ont envoyé des conseillers en communication pour modérer son image, réduire la taille de sa barbe, et puis ils l'ont encouragé à accueillir des journalistes, des chercheurs. Alors, on leur fait faire un petit tour à Idlib, bien encadré, parce que c'est vrai que c'est dangereux, Idlib. Oui. Hein. Les ONG, par exemple, qui travaillent sur la région d'Idlib depuis longtemps, elles sont basées en Turquie. Ce sont du personnel local qui travaille à Idlib, mais les expatriés, au mieux, ils font des visites de quelques heures, mais ils dorment jamais à Idlib. Il n'y a pas de base permanente, si vous voulez, à Idlib. Donc, quand on fait venir des chercheurs ou des journalistes, ils ne se baladent pas librement. Ils sont bien encadrés pour aussi leur sécurité. Donc on leur montre ce qu'on veut bien leur montrer. Alors justement, est-ce que ça veut dire, sur peut-être cette face cachée, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la Syrie est réellement en train de s'engager sur la voie de la stabilisation ? Alors il y a deux options. Soit Al-Joulani transpose le système totalitaire islamique qu'il a mis en place à Idlib et qui fonctionne plutôt bien, hein, enfin, en termes de stabilité, de pouvoir absolu, à l'échelle de la Syrie, en éliminant les minorités, parce que c'est ce qui va se produire, de façon violente à l'égard des Kurdes, ça c'est la prochaine cible, ou de façon épuration ethnique blanche, c'est-à-dire pousser les gens au départ par quelques exactions contre les Alaouites, finalement rendre la vie impossible aux chrétiens pour qu'ils fassent leurs valises et qu'ils s'en aillent. Ce qui n'est pas aujourd'hui la voie a priori empruntée. Ce n'est pas la voie affirmée, ce qui n'est pas la voie... Vous avez raison de le préciser. Non, parce qu'ils avancent masqués. Ce qu'ils disent, en tout cas, c'est qu'ils vont respecter toutes les minorités. Toute la question est de savoir si ils sont sincères ou pas. Non, ils ne sont pas sincères, bien sûr que non. Ils ne vont pas vous dire les minorités, c'est terminé pour vous, parce que là, à ce moment-là, ils n'auraient pas pu pénétrer si facilement dans la région alaouite, qui s'est rendue quasiment sans combat. Les Alaouites auraient pris les armes et les auraient empêchés de prendre le contrôle de la région côtière. Mais quand on voit ces témoignages et qu'on les entend, qu'on les lit, ces témoignages de la population locale, il y a quand même un vrai soulagement, une vraie libération. Alors effectivement, il y a un soulagement d'une grande partie de la population syrienne qui est heureuse de voir tomber Assad et qui ne le serait pas. Mais ceux qu'on voit se réjouir, ce sont évidemment les soutiens. Ce sont des populations arabes, sunnites. Les femmes sont plutôt voilées, ce qui indique quand même des gens qui sont conservateurs sur le plan religieux. Vous ne voyez guère la foule en liesse dans les quartiers chrétiens d'Alep ou de Damas. On ne voit pas la foule en liesse non plus dans les quartiers alaouites de Latakia. On a eu des images de Latakia, donc la ville côtière qui est dans la région alaouite, où les gens acclamaient l'arrivée des libérateurs djihadistes. C'était dans les quartiers sunnites, c'était pas dans les quartiers alaouites. Donc voilà, ceux qui se réjouissent, c'est ceux qui se réjouissent de la chute du régime alaouite et de l'avènement d'un régime sunnite. Alors précisément, ce nouveau régime, on a vu ces dernières heures le nouveau gouvernement être formé, se distribuer les postes, et déjà dans l'opposition, on regrette que tous les postes aient été trustés, si je puis dire, par les radicaux islamistes du HTC. Est-ce qu'il faut craindre, selon vous, un éclatement du pays ? Alors, en tout cas des affrontements entre communautés. Effectivement, si Al-Joulani ne parvient pas à imposer son totalitarisme islamique à l'échelle de la Syrie, que les autres factions sunnites islamistes veuillent leur part du gâteau, que Hayat Tahrir résiste, on va aller vers l'affrontement. Les rebelles qui viennent du sud, c'est des islamistes aussi, mais qui ont leur propre stratégie, et surtout leur propre stratégie de prédation. Parce qu'il faut bien comprendre que la plupart de ces groupes qui se battent, ils se battent pas pour créer une république islamique, ils se battent pour mettre la main sur des appartements, sur des checkpoints, sur des postes frontières, pour se partager le gâteau. Donc ils vont rapidement rentrer en confrontation avec Hayat Tahrir al-Sham. Et là on peut avoir un scénario à la libyenne, c'est-à-dire un affrontement entre les factions islamistes sunnites
qui pourrait profiter justement aux minorités alaouites, kurdes, druzes, pour se tailler des fiefs dans les régions qu'il contrôle, et on aurait une Syrie qui ressemblerait effectivement à la Libye. Al-Jawlani ferait une grave erreur stratégiquement s'il cherchait à tout gouverner seul, à truster tous les postes, tous les pouvoirs. Mais malheureusement, c'est quand même dans l'ADN de ce genre de groupe. C'est pas des groupes qui acceptent de partager le pouvoir. On a le pouvoir, on le garde, on donne quelques strapontins éventuellement aux autres, mais on concentre le pouvoir entre ses mains. Alors dès lundi, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont réagi, ils ont affirmé, ils se sont dit prêts à coopérer sous condition avec les nouveaux dirigeants en Syrie. Est-ce que ça n'est pas prématuré? Est-ce qu'il ne faut pas attendre quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois avant de entamer peut-être le dialogue avec le nouveau pouvoir en place? Oui, alors bon, les diplomaties européennes ont toujours peur de laisser passer le train, donc elles sautent dedans quand il est en marche. Alors ils ont mis quelques garde-fous, la protection des minorités, parce que évidemment ils peuvent pas signer un chèque en blanc à Al-Jawlani. Mais ce qui importe l'Europe, et surtout l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, vous avez 8000 réfugiés syriens. Si les choses se gâtent davantage en Syrie, avec le regroupement familial, ça peut être 3-4 millions de réfugiés syriens que c'est le risque de flux extrêmement important de population. Ça, c'est un risque très élevé aujourd'hui. C'est un risque très élevé. Dans les deux cas, on aura un flux. Il y aura quelques Syriens qui rentreront peut-être chez eux, mais on aura surtout un flux. Parce que là, la prochaine cible, c'est les Kurdes. Al-Jawlani va éliminer les Kurdes, ne serait-ce que pour maintenir une certaine unité parmi les différentes factions islamistes. Ils étaient unis dans la haine d'Assad. Maintenant qu'il n'y a plus Assad, il faut qu'ils trouvent un autre ennemi pour maintenir l'unité. Et cet ennemi, ce sont les Kurdes qui ont déjà commencé à être attaqués, puisque les factions islamistes ont repris la ville de Manbij. Ils lorgnent évidemment sur les puits de pétrole de Deir ez-Zor contrôlés par les Kurdes. Et puis il ne faut pas oublier que son parrain, la Turquie, veut l'élimination du Roja, veut l'élimination de la région kurde de Syrie. Alors sur ces flux migratoires, j'y reviens, qui pourraient être extrêmement importants, ce qui préoccupe les Occidentaux, c'est évidemment le risque terroriste. On sait que par exemple en 2015, c'est de Syrie qu'ont été organisés les attentats en réalité. Ouais. Comment évaluez-vous ce risque donc d'une infiltration par des djihadistes dans des flux migratoires? Alors, tout d'abord, la domination par Hayat Tahrir al-Sham sur la Syrie ouvre la voie pour créer un sanctuaire, un djihadistan en Syrie. Vous avez déjà dans la région d'Idleb, qui le contrôle. Alors je savais qu'il y avait 130 ressortissants français, fichés S, djihadistes, qui étaient réfugiés là depuis déjà une dizaine d'années. On nous dit 200 aujourd'hui, il n'y a pas que, il y a aussi des Anglais, des Allemands, etc. Donc on a des groupes djihadistes qui sont prêts à passer à l'attaque contre l'Occident à partir de la base syrienne, un peu sur le modèle, si vous voulez, dans les années 90, lorsque Al-Qaïda trouve refuge dans l'Afghanistan des talibans. Ce que vous dites, c'est que cette offensive islamiste en Syrie, elle peut réveiller chez certains le désir de mener des actions dans le Moyen-Orient, mais également en Europe et en France? Oui, c'est sûr, en Occident, la cible des djihadistes, c'est la destruction d'Israël, c'est la lutte contre l'Occident, c'est ça qui les motive intrinsèquement. Ensuite, au Moyen-Orient, je pense qu'il faut s'inquiéter énormément pour le Liban, parce que le Hezbollah a été affaibli, il se retrouve isolé aujourd'hui au Liban, puisque la Syrie ayant basculé, l'axe iranien est cassé, et par conséquent, les sunnites libanais vont chercher à prendre leur revanche par rapport au Hezbollah, notamment dans le nord du Liban, autour de Tripoli, région très pauvre, très intégriste. Et les sunnites libanais peuvent être évidemment soutenus, et ils vont être à mon avis soutenus, par Hayat Tahrir al-Sham. Pas oublier que le Hezbollah a combattu Hayat Tahrir al-Sham, et aujourd'hui le rêve du mouvement de libération du Levant, c'est ce que ça veut dire Hayat Tahrir al-Sham. Et dans le Levant, il faut comprendre Syrie, Liban, Palestine, Israël, Irak. Ils vont chercher à aller attaquer le Hezbollah. Et justement, puisque vous parlez de ce risque d'embrasement au niveau régional, depuis plusieurs jours, l'armée israélienne est passée elle aussi à l'offensive, et elle affirme avoir détruit l'essentiel des capacités militaires de l'armée régulière. Quel va être l'impact justement de cette chute de Bachar el-Assad sur le conflit qui se passe en Israël? Bon, la chute de Bachar el-Assad est
un contre-coup, si vous voulez, du séisme du 7 octobre. Hein. Après le 7 octobre, Israël a compris qu'ils étaient dans une lutte existentielle, et le 7 octobre, pour Israël, c'est pire que le 11 septembre pour les États-Unis. Donc il fallait absolument qu'ils éliminent toutes les menaces qui étaient à leurs frontières. D'abord le Hamas, ensuite le Hezbollah, la main de l'Iran, et qu'ils éloignent véritablement l'Iran de leurs frontières. Et le maillon faible de l'axe iranien, c'était la Syrie sunnite, où la population déteste les Iraniens, déteste les chiites. Et ils savaient très bien qu'en bombardant massivement les infrastructures pro-iraniennes en Syrie, en obligeant le Hezbollah à revenir au Liban, l'armée syrienne serait nue. Les Israéliens sont très bien renseignés, ils savaient dans quel état elle était, ils savaient les velléités aussi de HTS de passer à l'offensive, et c'est ça qui a provoqué donc la chute d'Assad. Par conséquent, on a un grand remodelage qui est en train de se produire suite au contre-coup du 7 octobre. Pour Israël, il vaut mieux avoir des islamistes avec des kalachnikovs et des ceintures d'explosifs en face de soi que des Iraniens avec des missiles balistiques. Bon, certes, il y a deux menaces, mais la menace iranienne avec les missiles balistiques est quand même plus importante. Donc c'est pour ça qu'ils ont finalement changé de stratégie à l'égard de la Syrie et d'Assad. Pendant 10 ans, de 2011 à 2021, il vaut mieux garder le diable qu'on connaît parce que la frontière finalement est sûre avec lui. Et puis quand ils ont vu que la Syrie s'était transformée en colonie iranienne, que les armes affluaient, les missiles affluaient vers le Hezbollah, ben là, il fallait absolument trouver une solution pour casser l'axe iranien. Il y avait deux solutions, soit tuer Maher el-Assad et Bachar el-Assad, soit affaiblir les Iraniens. Et comme les Russes étaient occupés en Ukraine, ils savaient très bien que mécaniquement, le régime allait tomber. Avec tout le risque évidemment que cela comprend d'embrasement. Merci beaucoup. Merci à vous. Fabrice Balanche, merci beaucoup pour vos éclairages évidemment. Il y a beaucoup de questions et on continue de suivre cette actualité de très près sur lefigaro.fr. Je rappelle votre dernier livre, Les leçons de la crise syrienne. C'est un livre évidemment plus que jamais d'actualité.